Bienvenue sur La Voix du CDO, le podcast dédié à tous les leaders et dirigeants de la transformation digitale. PDG, DG, CDO, DSI, CMO, etc. Vous souhaitez comprendre, piloter et réussir votre transformation digitale. Ici, pas de théorie stérile. Nous donnons la parole à ceux qui façonnent le changement, explorant les stratégies, les technologies, les pratiques qui transforment les organisations. Nous parlons de l'IA, la blockchain, la cybersécurité, la data, les digital workplace, autant d'innovations au service du progrès, de l'accélération du business et de la satisfaction de vos clients. Succès ou échec, chaque expérience partagée est une leçon concrète pour vous aider à agir. Leader d'aujourd'hui et de demain, abonnez-vous et restez à l'avant-garde du changement. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à Dawson et bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Miguel. Nous voici pour la 15e édition, je crois, de notre podcast, ce début 2025, une belle aventure. Et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Charles Ravanne et Stéphane Vivet. Bonjour. Bonjour. Laisser se présenter, bien entendu, tout à l'heure. Et nous allons aborder beaucoup de sujets fort intéressants, toujours sur nos thématiques de la transformation digitale. Et tout au long de l'année, avec Dawson, nous avons préparé une superbe liste d'invités qui vont nous rejoindre. Et nous aurons, bien entendu, en suivi de l'actualité, actualité qui bouge à toute vitesse dans nos domaines, et qui s'accélère encore en ce début de 2025, aussi bien avec des événements, bien entendu, aux États-Unis, en Chine, en Europe. Nous avons d'ailleurs dans quelques jours le AI Summit Action qui a lieu en France, un événement très important qui regroupe tous les spécialistes de l'IA mondiale, que ce soit au niveau politique, business, chercheurs, etc. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort de tout ça, parce qu'il y a une véritable guerre économique et intellectuelle et philosophique peut-être aussi sur ces sujets. On va voir un petit peu comment peut-être tout cela vous impacte aussi dans vos métiers, dans votre activité quotidienne. Et vous allez nous en dire beaucoup plus, bien entendu, tout au long de cette séance. Eh bien, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet déjà. Peut-être Charles, si tu veux bien te présenter rapidement, puis après Stéphane, et puis bien entendu, on lancera le débat dans la foulée. D'abord, bonjour à tous. Donc, je suis Charles Ravanne. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je suis dans le digital au sens large. J'ai commencé ma carrière dans la gestion de projet. Et puis, j'ai assez rapidement migré vers toute la dimension marketing, communication, média, digital, qui était au balbutiement quand j'ai commencé. J'ai fait un bout de chemin et chez l'annonceur et en agence média, où on a créé les équipes digitales qui étaient tout petits. Internet était tout petit versus télé, cinéma, radio, presse. Et puis, c'est devenu évidemment un des premiers leviers, voire si ce n'est le premier levier d'investissement aujourd'hui. Et à la suite de ça, je suis passé de nouveau chez l'annonceur pendant plusieurs années, gérer l'acquisition, la fusion entre l'acquisition, le CRM, et puis après les balbutiements du retail média, avec la capacité à des portails, des sites comme des grands distributeurs qui deviennent des portails de trafic et qui peuvent évidemment aider les marques qu'elles vendent ou qu'elles ne vendent pas forcément à se promouvoir et à améliorer leur efficacité de vente, et en tout cas améliorer les ventes. Et à la suite de ça, je suis parti plus dans une démarche de retourner vers le conseil, justement en me disant qu'il y avait les grandes enseignes, les grandes marques avaient fait cette migration digitale, ou en tout cas avaient des gros moyens, ils pouvaient le faire aisément. Et il y avait plein de petits annonceurs, petites marques, petites industries, petites entreprises, alors, pas si petites que ça, mais eux avaient besoin
peut-être un peu d'aide parce qu'eux n'avaient pas forcément les moyens de déployer tout. Et il fallait les aider à déployer et à se transformer et à améliorer, eux, leur processus d'acquisition, de communication, de production pour certains, etc. Et donc, je suis parti dans cette voie-là. Et donc, je me suis mis en indépendant, en conseil. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rejoint aussi une entreprise de façon un peu plus importante qui prenait quasiment 100% de mon temps. Hein. Donc, je me suis quasiment internalisé dans cette entreprise pendant plus de 3 ans, dans la formation, une ESS, qui avait une démarche d'accompagner des gens qui avaient du mal à trouver leur voie, à retrouver l'emploi, et de se dire qu'il y a d'autres moyens d'apprendre, ou en tout cas de comprendre que l'on a des compétences et qu'on peut les mettre au service d'une entreprise. Et donc, j'ai aidé cette entreprise à se digitaliser, pivoter un peu de modèle et de s'accoster, en tout cas, grand groupe pour pouvoir déployer leur offre à la fois dans l'emploi et à la fois dans la formation. Voilà. Et puis après, j'ai accompagné plusieurs entreprises, pareil, dans la recherche de nouveaux leviers de croissance ou de transformation pour qu'elles améliorent leur rendement et leur performance à plusieurs niveaux. Voilà. Voilà, si je veux résumer rapidement mon parcours, on reviendra après évidemment sur les chantiers ou en tout cas les sujets qui pourraient nous intéresser aujourd'hui. Bien sûr, merci Charles. Je vous en prie. Et Stéphane. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai également un peu de parcours puisque j'ai commencé en 99, donc oui, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je travaille et que j'évolue dans ce qu'on appelle le marketing digital. Initialement, le web, en fait, hein, c'était très web pendant longtemps. J'ai la moitié de mon expérience, j'ai à peu près 12 ans où j'ai évolué en conseil, en agence. En particulier, j'ai accompagné une start-up à l'époque, à partir de 2001 à 2006, qui s'est spécialisée sur les problématiques de SEO. Alors, à l'époque, on appelait ça le référencement naturel. On avait voir l'acronyme. Cette start-up qui s'appelait Apposition. On l'a ensuite cédé à Aegis Media, au réseau Isobar. Tout à fait. Et donc, qui est devenue vraiment la première agence européenne, en fait. En France, on avait à l'époque une approche hyper qualitative. On était très cher, on était très conseil et très R&D. Donc, on approche, je dirais, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du SEO technique, qui, dans cet univers-là, à ce moment-là, était assez novateur. Il y avait beaucoup de, pardonnez-moi l'expression, de bullshit sur le référencement. Il y avait beaucoup les acteurs en place adoptaient beaucoup de pratiques assez simples, de multiplier des pages satellites notamment. Et quand là, nous, on essayait d'accompagner nos clients, dont une bonne partie des entreprises du CAC 40, sur une stratégie un peu plus durable. Donc ça, c'est 12 ans en cabinet. J'ai aussi été entrepreneur à ce moment-là, en conseil marketing Internet, c'était un peu global, en deuxième partie des années 2000, où j'ai eu l'occasion d'accompagner des structures très, très différentes, du BNP Paribas, du lemonde.fr, donc des gros sites, mais aussi des petites entreprises ou des entreprises plus modestes, mais qui avaient tout en commun finalement cette appréhension, cette envie, cette ambition de se positionner. Donc moi, j'étais pas mal demandé sur des problématiques de visibilité, évidemment, SEO, SEM, aussi de l'ADS, beaucoup. Mais au-delà, comment développer ses partenariats, comment valoriser son investissement sur Internet. J'ai un site web, j'ai un site marchand, j'ai un site transactionnel. Comment le voir si ça fonctionne aussi. Donc, c'est beaucoup de web analyse, en fait, assez tôt. Et puis, le deuxième volet de mon expérience sur les 13 dernières années, je suis en direction digital et marketing, en particulier dans les services B2B. Donc, pendant 11 ans, j'ai rejoint le groupe InfoPro Digital, qui est le groupe média leader B2B, au sein duquel j'ai, dans un premier temps, dirigé toutes les audiences. J'ai eu l'occasion de concevoir notamment le média L'Usine Digitale, qui est une nouvelle marque média, donc c'est assez rare pour le souligner,
Groupe Info Pro, c'est une soixantaine de marques très, très verticales qui s'adressent à des décideurs de l'industrie avec l'usine nouvelle, des collectivités avec la Gazette des communes, le moniteur dans le bâtiment, etc. J'ai donc géré tous ces sites-là, toutes les stratégies et les équipes et transformé et beaucoup accompagné donc notamment les rédactions journalistiques. Voilà, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai aussi l'occasion, j'ai pas mal d'autres projets comme la mise en place d'une agence de content marketing. Donc là, c'était un peu de l'intrapreneuriat, une agence qui s'appelle aujourd'hui InfoPro Digital Stories. Voilà, et aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je suis directeur marketing et digital. Je suis également directeur digital du groupe Freeland, qui est un groupe de services d'externalisation de talents pour les entreprises. Donc, on va aller faire du staffing, on va aller chercher des indépendants sur tous les métiers et puis on va même les accompagner aussi en faisant du portage salarial. Donc, on a une palette d'outils assez importante, plusieurs marques également, plusieurs entreprises et toujours ce fil conducteur dans mon expérience, la transformation digitale des organisations, des équipes métiers. Donc là, c'est beaucoup plus sur des commerciaux, mise en place de Salesforce et des automatismes, des cycles de vie pour développer les ventes, améliorer les conversions. Voilà, donc toujours cet apport de stratégie, de mise en place d'équipes, par le résultat, la data, énormément. Et là, on peut parler d'IA en effet, puisque c'est un énorme sujet. C'est quelque chose que j'ai mis en place dans les équipes il y a 2 ans et qu'on fait évoluer. Il faut se renouveler, tout le temps, puisque ça bouge énormément. Donc c'est un vrai challenge. Oui, et en particulier dans ces domaines-là, effectivement, l'impact est très important. Ouais. Merci pour votre présentation. La présentation et vos parcours qui sont vraiment extrêmement intéressants et riches. On va avoir plein de sujets à aborder. Oui, on a abordé un sujet, je rebondis tout de suite, puis après on abordera peut-être les réalisations de Charles, puis après de Stéphane, qui vous ont marqué et comment vous avez pu gérer ces sujets-là. Mais déjà, dans la présentation effectivement sur le web ou sur le web marketing, tout ce qui est référencement naturel, j'entends que Stéphane nous partageait un peu ces balbutiements du SEO, hein, parce qu'il fallait parier à l'époque, en 99, sur le fait que Google puisse être le mastodonte qu'il est aujourd'hui, parce qu'en face, il y avait Yahoo. Et bizarrement, moi, de l'extérieur, c'est vrai que j'avais un regard peut-être un peu critique de ces annonceurs comme Le Monde ou tout ça. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas pris le pli du tournant numérique et puis créer du contenu sans monétiser. Donc, c'était un peu surprenant. Je ne sais pas si vous avez un regard sur ça, sur cette partie-là, un peu du début du référencement naturel, dit référencement naturel, et comment on accompagne les entreprises sur un modèle économique, parce que on met à disposition du contenu qui coûte. Alors bien sûr, avec l'arrivée de l'IA, ce contenu va coûter de moins en moins cher, et plus l'IA sera pertinente, plus le contenu sera de qualité. Comment vous voyez ça? Et je rebondis tout de suite, je rentre dans le vif du sujet de la table ronde. Stéphane ou Charles, vous avez un regard sur ça? Alors oui, moi c'est vrai que j'ai énormément travaillé sur ces sujets-là, forcément, parce que, donc, comme je vous le disais, chez InfoPro, j'étais en accompagnement et je travaillais en étroite collaboration avec de nombreuses rédactions, des journalistes, en fait, hein, des journalistes dont le métier est d'apporter une information qualitative, avec des informations donc recoupées, vérifiées, une génération de contenu, mais qui coûte beaucoup plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA, effectivement. Mais c'est de la qualité éditoriale, la crédibilité derrière ça. Il y a la crédibilité en l'occurrence, c'était des magazines, pour la plupart hebdomadaires, parfois mensuels. Et quand, effectivement, moi, je suis arrivé, je leur ai expliqué qu'il fallait aussi écrire sur le web pour alimenter de l'audience, mais également, à un moment donné, mettre en place une stratégie d'abonnement pour valoriser. Et puis, il y a forcément, à un moment donné, un business, un modèle économique, en fait. Et moi, voilà, c'est clair que les rédactions, c'est quelque chose qui donc, ont un coût, mais qui sont nécessaires. Et donc là, on est les médias ont pris de plein fouet très, très tôt
cette problématique. Aujourd'hui, c'est toujours un gros problème. Dans les années 2000, effectivement, l'objet, c'était très simple, c'était la course à l'audience uniquement. Donc les grands médias un peu généralistes, on a cité Le Monde, très très vite, déjà en 2005, avaient des volumes énormes, extraordinaires. Et moi, quand j'ai eu la chance de pouvoir analyser un petit peu les requêtes qui menaient, et les requêtes qui étaient effectuées d'ailleurs sur le moteur interne de Le Monde, c'était complètement en fait on pouvait passer les préoccupations du moment des Français, tellement c'était représentatif en termes de volume. Mais pas de modèle économique, en effet, Dawson, tu as raison, c'était pas. Il y avait peu encore cette habitude d'aller acheter de l'abonnement, ce qui est aujourd'hui, en fait, un peu plus, voire beaucoup plus, avec des paywalls qui s'affichent régulièrement. Mais donc, une vraie course à l'audience avec, très simplement, un effet un peu pervers qui est je raconte de plus en plus de choses. Je vais écrire pour Google, je vais faire des titres hyper descriptifs ou au contraire hyper suggestifs pour aller récupérer du clic. On en a vu plein, on en a toujours aujourd'hui beaucoup. Qui propose du contenu gratuit, mais c'est un vrai sujet. Donc dans les années 2010, on a dû basculer et réfléchir énormément à plein de solutions pour proposer des abonnements. Quel type d'abonnement? Est-ce que ce sont des abonnements aussi chers? Au début, c'était je vais proposer le web, la formule numérique, en même temps que l'abonnement papier. Ça a fonctionné plus ou moins bien. Puis en fait, on s'est aperçu que la plupart, ils voulaient juste du web et puis peut-être aussi des solutions pour les entreprises avec des abonnements par licence, etc. Mais ça a été compliqué parce qu'il a fallu aussi gérer en même temps le fait de proposer à Google des contenus pour continuer à avoir de l'audience. Donc c'est la chèvre et le chou, quelque part. Il faut trouver un bon juste milieu entre de générer l'audience, être visible, que les papiers, entre guillemets, rédigés par les journalistes soient lus le plus possible et en même temps qu'ils puissent être un levier vers le modèle payant. Sachant que, en effet, parce qu'il fallait revenir sur le modèle payant parce que le souci, c'est que le modèle économique de la presse ou des journaux ou des contenus a été basé principalement sur la publicité, comme le modèle papier, d'une certaine façon. L'abonnement était une partie des revenus et la publicité, sauf que sur le web, il n'y avait pas d'abonnement ou peu d'abonnement, en tout cas c'est difficile dans un premier temps, et l'information était visible, voire déjà aspirée par des moteurs. Donc on ne voyait pas la publicité. Donc ça a été un vrai sujet, comme l'évoquait Stéphane, c'est de se dire comment je peux donner une certaine partie de mon contenu pour que ça soit visible et qu'on attire de l'audience, mais pas tout, pour qu'on puisse venir chez moi, quand même consommer et faire de l'audience chez moi pour que je puisse monétiser cette audience et puis éventuellement obtenir un abonnement pour avoir un contenu encore plus qualitatif, encore plus complet. Bon, c'est encore aujourd'hui les systèmes qu'utilisent les principaux sites de contenu ou la presse qui a des sites, c'est d'avoir une partie du contenu visible qui permet de montrer la qualité, en tout cas éditoriale, la profondeur, l'intelligence qui est mise derrière tous ces contenus. Et à côté de ça, des contenus beaucoup plus poussés, ou en tout cas avec une information plus complète. Et ces médias jouent sur le fil du rasoir en permanence. Leur modèle économique peut être mis à mal. Et il va être, et là j'ouvre peut-être une porte, mais l'IA arrive avec la capacité assez aisée de faire des contenus, de produire des contenus, et de les mettre en ligne sans avoir de droit d'auteur, sans avoir eu toute la partie de recherche, d'exploration. Donc, pour eux, ça va être encore plus dur de sortir. On le voit sur les fake news, sur plein de contenus, dans tout domaine, pas forcément que dans la presse, qui peuvent sortir. Aujourd'hui, la presse donnait un coup de tampon quand même sur la véracité de l'information. Et là, on perd un peu le contrôle de tout ça. Donc, je ne suis pas là pour mettre des solutions, pour dire si c'est bien ou c'est pas bien. J'ouvre un sujet où, si on parle de la presse, si on parle de l'information, si on parle des contenus, dans tout ce qu'on peut propager,
C'est vrai que c'est très aisé aujourd'hui de retrouver des informations, de les structurer, de les présenter, de pouvoir les diffuser, mais derrière, l'IA, est-ce qu'il y a de la véracité dans l'information? C'est pas parce que Oui. l'IA te dit que c'est vrai. Est-ce qu'il y a de l'humanité derrière ça? C'est-à-dire, est-ce que le courant de pensée ou en tout cas ce qui va être dit va être respecté ou pas? Et ça dépend, hein. Il y a des IA où il y a les comités d'éthique, il y a pas mal de choses, puis il y en a peut-être où il n'y en aura pas, où il n'y en aura plus. Et puis, moi, le risque, si on peut aller dans ce sens-là, c'est de la pensée commune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Oui. si des journalistes, si des philosophes, si des bien-pensants, si des scientifiques, si des techniciens, si n'apportent pas de nouveaux contenus, bah, l'IA va s'auto-nourrir et au final, à force d'optimiser, bah, on va arriver sur le même contenu, in fine. Et donc, est-ce que ça sera le bon contenu ou pas? Ça, c'est pas à moi de le décider aujourd'hui, mais en tout cas, le risque, il est là. Si on fait l'analogie sur je prends un industriel, enfin plusieurs industriels dans l'automobile, par exemple, s'ils cherchent le CX le plus performant de la voiture elle va avoir la même forme au final. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de voitures différentes qui répondent à des différents. Parce qu'il y a de l'humanité, parce qu'il y a de l'aspiration, du goût, enfin, les goûts, les couleurs, etc. Et ce qui fait qu'il y a de la diversité. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui par la presse, etc. C'est cette diversité de points de vue qui permet de les opposer, de les confronter, d'ouvrir des débats et de trouver ensemble une meilleure solution. Là, avec l'IA, il y a un outil formidable qui peut accélérer plein de choses. Mais le risque, c'est peut-être cette pensée commune, in fine, qui était un risque de la presse à un moment donné, là, dès lors qu'elle a été adossée à des pouvoirs ou adossée à des. Si elle n'est pas indépendante, en fait. Voilà. Je ne sais pas si on sort un peu du sujet, mais pour moi, c'est un des traits, en tout cas, hyper importants. Et on sort un peu du modèle économique, mais il y a l'IA qui vient chambouler ce modèle économique, en tout cas, si on revient sur le sujet principal. Oui, tout à fait, je le rejoins et on est dans ce sujet-là, en fait, actuellement, d'actualité, qui est effectivement qu'est-ce que l'IA comment on va bousculer les organisations. Vous qui avez travaillé dans des organisations importantes, comment vous avez géré l'implémentation d'une nouvelle technologie, que ce soit un CRM, un ERP, du SEO, du marketing, pour convaincre les journalistes? Parce qu'il y a à la fois, c'est au croisement de plusieurs sujets, puisque une plateforme, un portail, il y a aussi l'enjeu de sécuriser les données pour éviter les copier-coller, parce qu'il y a une sorte de droit d'auteur quand même sur les articles. Comment permettre aussi le mode de paiement. Donc il y a aussi cette évolution de se dire comment je sécurise moi mon portail pour que effectivement ma proposition de valeur de monétisation puisse fonctionner. Et comment je convainc moi les journalistes à rédiger du contenu qui m'appartient et de le protéger, et comment les pouvoirs publics protègent ce droit d'auteur. Je regardais l'actualité là sur Sora, qui est effectivement la construction d'une vidéo sur des prompts. Ils ont été pas épinglés, mais en tout cas on leur a demandé d'expliquer comment ils avaient produit une vidéo et sur quelle source ils s'étaient donnés. Grosso modo, derrière, on entend le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle, comment ils produisent un contenu d'image et sur quelle base ils le construisent. Comment vous avez, si vous avez été confronté à ça, comment vous l'avez géré? D'un premier temps, l'implémentation d'outils, la résistance au changement, et puis de l'autre côté, une autre résistance au changement aussi, qui est le droit d'auteur, comment vouloir partager à ce moment transitionnel, de se dire, en fait, je vais mettre mon contenu en ligne sur lequel le monde entier va avoir accès. Ouais, moi j'ai effectivement, quand je suis arrivé, donc auprès de journalistes, j'ai eu pas mal d'expériences assez marquantes parce que c'était des rédactions qui étaient complètement print. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai rapidement compris, je ne connaissais pas très bien à l'époque, mais vous voyez, je vous parlais de Le Monde. Le Monde a eu une rédaction et même une organisation, une structure juridique même à part. Le Monde Interactif, pendant longtemps, qui était donc spécialisé pour alimenter le monde.fr. Donc voilà, il n'y avait pas de sujet de transition, de transformation. En revanche, chez Infopro, il y a eu pas mal de rédactions, elles étaient toutes complètement prises. Et pour les emmener, alors, je pense que de façon un peu empirique, il peut y avoir deux façons de voir. Soit on fait du disruptif, c'est-à-dire qu'on va aller d'un coup sec embarquer tout le monde. Voilà, ça c'est une méthode. Moi, j'ai pas fait ça. J'embarque les gens
Alors, ça n'a pas été, ça met plus de temps. Je le fais avec, je crois que l'un des leviers concrètement phares, c'est la mesure, c'est la data. De façon générale, aujourd'hui, je fais ça avec des commerciaux, c'est pareil. Faut qu'il y ait de la data pour qu'on voit les résultats. En fait, à partir du moment où on montre que c'est intéressant, il y a quelque chose à aller chercher, il y a une nouvelle audience. Le papier que vous allez écrire, monsieur, madame le journaliste, il va en fait, tu vas l'exposer, tu vas avoir beaucoup plus encore de potentiel de lecteur. Donc, ton travail, il va être encore mieux valorisé. C'est aussi simple que ça. Et quelque part, j'avais même ce discours-là au début pour le SEO pur. C'est-à-dire, il y a des articles, je sais, c'est un gros boulot, c'est une forte valeur ajoutée, mais on va le laisser ouvert, justement, pour montrer la qualité éditoriale. Et puis, évidemment, il y avait ce deuxième effet qui était de montrer à Google, comme Charles le disait bien, la profondeur, l'importance de nos contenus et de nos sites pour qu'on soit mieux référencé sur nos thématiques. Mais pour la transformation réellement, oui, beaucoup de freins, beaucoup de difficultés. Donc, ce que je viens de dire, ça, c'est un premier point, mais encore faut-il que pour avoir des résultats, les gens s'y soient mis. Donc, il y a l'organisation. Sans impulsion, un minima managérial, ça reste très compliqué. C'est-à-dire que dans une rédaction, vous avez un rédac-chef, vous avez un directeur des rédactions, etc. Donc ça, il faut attaquer par ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit cohérent, qu'on ait un discours cohérent aussi dans la mise en place. Voilà, moi, quand je suis arrivé, c'était vraiment il y avait certaines rédactions qui ne l'auraient pas, mais à l'époque, c'était la corvée du jour. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui allait publier les 3-4 articles du jour avant de partir à 18h, vite fait, et puis voilà. Donc, c'était non seulement pas du tout dans les bonnes pratiques, évidemment, par rapport à Google, par rapport à l'actualité, puis c'était vraiment vu comme la corvée. Donc, le lendemain, c'était un autre. Voilà, ça tournait dans la semaine. Donc, voilà, il y a cette perception aussi de se dire, en fait, écrire sur le web, pour la partie journalistique, écrire sur le web, c'est pas mal, c'est pas moins 10 ans, c'est pas nul. Il y a au contraire des avantages, et notamment le fait de pouvoir corriger ou mettre à jour, simplement, facilement. Et ça, parce qu'ils avaient des réflexes du type, on doit relire plein de fois, on a des secrétaires de rédaction qui doivent valider aussi que le style, il est bon. Donc, c'était sur la partie print purement, de façon un peu ancienne, c'est quand même une organisation assez lourde. Et forcément, là, sur le web, si tu veux rajouter un hors-texte un peu plus tard ou une mise à jour sur un chiffre, c'est possible. Donc ça, c'est super riche, en fait. Parce que c'est un contenu qui vit beaucoup plus. Votre article, quand il est parti à l'impression, c'est foutu. C'est foutu, vous êtes trompé. C'est-à-dire, je l'ai vu. Je me suis trompé, j'ai mis un 0 de trop sur le chiffre d'affaires de la boîte. C'est foutu. Et donc là, il faut faire un erratum la semaine d'après. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué pour les lecteurs qui ne comprennent pas forcément. Enfin bon, mais c'est surtout pour la crédibilité du magazine, de la marque. Donc ça a été quand même effectivement beaucoup dans cette pédagogie-là positive, de montrer que le magazine aussi est très important. L'objet, le papier, c'est aussi le support en fait qui doit perdurer. La qualité du papier, l'épaisseur de ce papier, tout ça, c'est comme sont des choses qui sont aujourd'hui encore très très importantes pour une marque. Voilà, donc ne pas opposer non plus un support plus qu'un autre, un format plus qu'un autre, mais au contraire, bien montrer la complémentarité qu'il peut y avoir, la possibilité d'aller chercher de nouvelles audiences, et puis une organisation aussi différente. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas pareil, tout à fait pareil, de la même façon. Comme je disais, on peut mettre à jour. Oui, Charles. Non, ça a été très très complet. La bonne méthode, en effet, il n'y en avait peut-être pas. Il y a eu plusieurs modèles. Alors moi, je l'ai vu plus du côté, j'étais en agence média sur ce changement, et on accompagnait plusieurs éditions sur leur génération de trafic. Et on voyait les modèles complètement différents dans Libération, Les Échos, Figaro, Le Monde ou de la presse plus spécialisée, etc. On voyait des modèles complètement différents dans leur transformation de leur rédaction. Certaines rédactions ont en effet
emmener les journalistes à s'adapter, à transformer, à ouvrir la voie digitale. D'autres ont créé des éditions spécifiques, enfin avec des journalistes dédiés au digital, avec des pigistes dédiés au digital, avec une sorte de, à un moment donné, pouvait créer une sorte d'affrontement ou de confrontation entre l'ancien et le nouveau business, entre guillemets. Mais tous ont à un moment donné convergé et créé un dynamisme global. Mais c'est une époque aussi où il y avait de la crainte ou de la peur de se faire voler son contenu, ou en tout cas de le voir peut-être se faire spolier. Et à côté de ça, Stéphane évoque bien les attraits du digital, cette capacité de faire vivre le contenu, d'avoir aussi un retour d'information qui est important aujourd'hui. Enfin, avant il y avait déjà des commentaires, enfin, on pouvait éventuellement laisser des choses, mettre à jour, faire évoluer son contenu et d'avoir de l'histoire et pas d'aller rechercher dans des archives pour retrouver des articles. Bah, ce contenu, il était là, vivant et restant accessible quasiment en tout temps, et pour le présent et pour le futur. Voilà. Donc, non, c'était extrêmement complet et c'était une vraie fracture. Enfin, c'était difficile. Et en effet, Dawson tout à l'heure évoquait, au-dessus de ça, des moteurs ou des métamoteurs, ou en tout cas, il n'y a pas que Google à l'époque, même si aujourd'hui ils ont pris un peu le lead sur le sujet, qui se nourrissaient de ces contenus pour créer un carrefour d'audience par la recherche. Et d'appréhender ça a été compliqué à ce moment-là pour les journalistes de voir leur contenu en dehors de ce qu'ils pouvaient eux maîtriser, dans quel contexte il allait être diffusé. C'était aussi une transformation et le travail de Stéphane de les rassurer, de dire qu'en tout cas, cette chose-là était surveillée, peut-être contrôlée à certains moments, parce qu'on a capacité à ne pas montrer un certain nombre de contenus ou à ne pas les laisser partir dans la nature. Donc voilà, donc, il y avait une vraie transformation à ce moment-là, en tout cas, sur l'information. Et j'ai l'impression qu'on va vivre la même chose maintenant, en tout cas. Oui. Est-ce que vous avez... Là, j'ai une réflexion sur ce sujet-là, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a vu Google, je me souviens du film The Social Dilemma, qui expliquait un peu l'évolution de Google, et surtout d'un petit génie qui avait créé le like sur Facebook, qui a fait exploser Facebook, et qui a rejoint Google après, et qui a dit le métier de Google, c'est pas un moteur de recherche, c'est une agence de publicité. C'est lui qui a amené le modèle économique sur ce sujet-là. Moi, ma réflexion, pour rebondir sur ça, de nos échanges, c'est de se dire, est-ce que ces grands médias qui aujourd'hui essaient de maintenir du trafic sont amenés aujourd'hui à payer finalement Google pour leur ramener du trafic? Est-ce que la marge opérationnelle finalement entre une publicité sur Google et l'abonnement, finalement, est-ce que finalement la marge n'est pas plus pour Google que pour ses annonceurs, Le Monde? Il y a peut-être une particularité. Alors, je ne connais pas forcément les lois mondiales, mais en tout cas, en France, il y a une particularité, c'est que Google doit repartager une partie de sa valeur avec les médias français. Dès lors qu'il se nourrit de ces médias, il doit redonner une partie de sa valeur. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux qui a été légiféré. Ça ne s'est pas fait naturellement. Google s'est dit, tiens, je vais participer, mais un peu comme ça s'est fait aussi sur les contenus YouTube, etc. C'est que YouTube fait de l'audience sur des contenus et puis fait de l'argent dessus. Il est obligé de redistribuer aux producteurs de contenu une partie de ses revenus, alors plus ou moins en fonction de la qualité du contenu, et la qualité étant gérée par l'audience que ça génère, pas forcément par le contenu en lui-même. Mais et en France, pour les médias, le législateur a protégé les médias et le contenu en disant le modèle économique, et si vous créez de l'audience et donc par le contenu de quelqu'un, à un moment donné, il faut le rétribuer, ou en tout cas le valoriser quelque part. Donc ça a un peu protégé les médias à un moment donné. Ce n'était pas le cas avant ces lois. Pour créer de l'audience, il fallait que alors le référencement naturel, bien entendu, ça c'était la meilleure voie pour ce type de modèle, le référencement payant pour aller chercher du clic, pour attirer sur des contenus peut-être à plus forte valeur ajoutée, mais c'était tendancieux. En revanche, très difficile de tenir à la fois la marge, à la fois la rentabilité et à la fois la création d'audience sur le site.
Et puis l'autre partie, c'est que maintenant, ce contenu, il est quand même valorisé d'une certaine façon. Ok, super. Moi, j'avais une autre question, Charles, par rapport à ton parcours. Tu parlais effectivement de. Je constate, je parlais avec un ami sur ce sujet-là. Je disais, c'est marrant, comme il y a des phénomènes un peu cycliques sur les modèles économiques. Je voyais, bon, Galeries Lafayette, qui était sur un modèle où c'était des annonceurs qui prenaient un emplacement, un corner pour vendre des produits, que ce soit la parfumerie et autres. Et puis aujourd'hui, il y a un phénomène, bon, tu connais, à la Fnac, où c'est l'inverse, c'était un monoproduit qui aujourd'hui met des corners dans l'électroménager. Et c'est un peu deux phénomènes qui se croisent en fait. Le modèle un peu établi, Galerie Lafayette qui a toujours fonctionné sur ce modèle-là, qui est en train de péricliter, et un modèle qui a été sur un autre modèle qui rejoint le modèle. Et j'ai l'impression que on a un peu ce phénomène-là aussi sur des plateformes qui sont des plateformes d'e-commerce qui deviennent des vrais supports médias aujourd'hui, d'information, une sorte de croisement un peu de mélange de styles un peu. Je ne sais pas si vous avez un regard sur ça. Oui, alors il y a deux positionnements de départ qui amènent vers la même trajectoire, en effet. Il y a les Galeries Lafayette ou ce type d'entreprise ou de boutique ou de commerce était de dire on va créer un carrefour d'audience où les gens vont venir chercher différents produits. Alors, Galeries Lafayette, BHV, etc., se sont positionnés dernièrement, enfin pas dernièrement, mais ont la trajectoire d'aller vers du premium, c'est un écrin pour mettre les produits en valeur. Là où la Fnac, son idée étant de faire au départ des achats groupés, mais surtout d'apporter une sélection. C'est-à-dire de se dire, on a avec le labo Fnac, qui a une grande valeur, les gens allaient chercher le contact ou le labo Fnac pour aller voir quel était le classement des produits quand on cherchait un produit, un appareil photo, quand on cherchait de l'électronique, etc. Donc, il y avait un téléviseur à un moment donné. Et donc, par défaut, il y avait une sorte de neutralité dans la présentation des produits. Et ce n'était que les résultats des tests qui étaient faits sur ce produit qui permettaient de classer, ou en tout cas, mais avec une ouverture de neutralité. Alors, il s'avère qu'à un moment donné, les marchés changent, évoluent, que les modes de fonctionnement, les marges, les rémunérations et les modèles changent. Et puis, il y a des marques qui se disent, moi, je lance un produit où je pense que mon produit doit se positionner d'une certaine façon, donc je veux le mettre dans son propre écran ou je veux le présenter d'une certaine façon. Mais vous avez un carrefour d'audience, donc je vais me présenter et je vais me mettre. Et donc, j'achète un corner où j'achète de la visibilité, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, oui. J'achète une certaine visibilité dans votre ensemble donc, au final, les deux ont convergé, ou en tout cas sur les mêmes modèles. Et je vais aller plus loin. Je pense à Amazon. Aujourd'hui, Amazon, avec toute la partie retail média, un vendeur, un distributeur, alors soit en marketplace ou en direct, avec les stocks d'Amazon, peut mettre en valeur spécifiquement, dans des boutiques dédiées, et mettre de l'information spécifique, des contenus pour aussi valoriser ces produits. Donc, on voit bien que c'est plus une mutation qui est entre l'équilibre entre la vente, je dois pouvoir vendre ce qu'il y a à l'intérieur, et toujours le modèle économique qui est comment je continue à tous les étages, que ce soit le distributeur, que ce soit le fabricant, puisse continuer à faire de la marge. Et donc, la distribution de la valeur se fait à tout niveau. Alors, le contenu peut être apporté par le vendeur ou le fabricant, mais peut être apporté par le distributeur, qui apporte une nouvelle valeur en disant est-ce que faisait la Fnac, entre guillemets, avec le labo Fnac, on apporte un contenu qui a de la valeur. Alors, la difficulté de tout ça, c'est la neutralité. C'est comment est-ce que de payer me fait que le jugement va être meilleur lorsqu'on fait des tests, lorsqu'on fait des choses. Voilà. Donc, là où va se situer la limite, c'est cette neutralité que peut garder ou pas le créateur de contenu. Si on parle de la Fnac, si on parle, il y a les numériques, si on prend sur les digitales, il y a eu des grands débats, je pense, Stéphane les a vus aussi, juste après, dans les années 2005-2010, c'est les comparateurs de prix. Parce qu'à un moment donné, il fallait
c'était payant d'être dans les comparateurs de prix, mais est-ce que ma position, elle est liée à ce que je paye ou est-ce qu'elle est liée à mon prix? Et on voyait, il y a eu chez Quelcou, qui a été racheté par Yahoo à un moment donné, un vrai sujet qui est je présente le résultat par de la pertinence ou par le prix. Et il y a eu des grands débats. Hein. Dans les médias, ils en ont parlé en disant ouais, les comparateurs de prix qui ne mettent plus par prix, mais par pertinence. Mais la pertinence, c'est quoi? C'est le revenu que ça génère, c'est ce que l'annonceur a payé. Donc c'est l'affiliation que ça peut générer. Exactement. Donc, c'est des grands débats. Donc, oui, le modèle de présence dans les carrefours d'audience, qu'ils soient digitaux ou physiques, aujourd'hui sont influencés par l'investissement que va pouvoir faire le fabricant ou le distributeur, le vendeur qui veut vendre et mettre en avant ses produits. Et les modèles convergent tous vers ça, qui est trouver à un moment donné de la rentabilité, parce que on le voit bien, le commerce physique, il est concurrencé, j'ouvre une porte ouverte, hein, mais il est concurrencé par le digital aussi. Donc, comme pour les médias, à un moment donné, c'est je suis concurrencé par les contenus sur le digitaux, comment je continue à créer de la valeur, et les magasins, comment ils continuent à créer de la valeur. Ça a de la valeur pour les marques de pouvoir toucher le produit, le voir avant de l'acheter, même si après je vais l'acheter sur un site web. Le showrooming, ça a de la valeur, et je pense que les Galeries Lafayette, BHV et consorts, ou la Fnac et d'autres, Darty, etc., ont bien compris aussi ce modèle, et il faut aussi qu'eux puissent financer d'une autre façon le showrooming qu'ils créent pour les marques. Oui, d'autant qu'il peut y avoir des réseaux de distribution intégrés qui appartiennent à la marque, et puis des réseaux de franchisés, où c'est un autre modèle économique sur lequel ils ont un peu l'obligation de leur amener du résultat, pas que en e-commerce. Et souvent, c'est un peu la confrontation en fait entre un modèle sans intermédiation et un modèle avec des réseaux distribués indirects. Souvent, ces réseaux-là sont confrontés à cette double problématique de mettre du e-commerce en ligne avec de l'achat en ligne et de la distribution locale, peuvent être cannibalisés par le e-commerce, et ça, souvent en management du changement, ça peut être compliqué à gérer. La vraie valeur que doit pouvoir pousser, en tout cas, c'est les enseignes qui ont du physique et du digital, c'est le conseil, en fait. À un moment donné, ce qui va faire la différence entre un pur web et lorsqu'il y a une boutique ou un lieu de vente, c'est cette différence dans l'achat et cette capacité peut-être à payer un peu plus cher. C'est le conseil que va apporter le spécialiste, le vendeur, le conseiller qui va être en point de vente. Et tout le modèle de ceux qui sont purs digitaux, c'est d'essayer de recréer ce conseil. Oui, tout à fait, proximité. Et donc de créer de la proximité aussi pour dire on peut quand même acheter en pur digital sur les pure players. Voilà. Mais c'est deux modèles qui sont à la fois qui se confrontent et à la fois qui peuvent être très complémentaires en fonction de notre stratégie. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture, à votre avis, qui se fait de plus en plus entre ceux qui ne consomment plus du tout tel que vous êtes en train de le décrire? Il y a toute une partie de la population, aussi bien sur les médias que sur la vente, alors déjà sur les médias, qui ne fait plus confiance aux médias. Donc ça, c'est un sujet d'ailleurs qu'il faut traiter aussi. Où est la vérité? Et puis de l'autre côté, toute une population qui n'achète plus non plus, ou qui va plus dans les boutiques, et en plus dans les boutiques, malgré tout, le conseil qu'on reçoit, malheureusement, ils sont pas si pertinents que ce qu'on peut trouver parfois en ligne, tout simplement aussi. Un des bénéfices, entre guillemets, de toutes ces hésitations que vous avez décrites au début de l'Internet, c'est que finalement, ça a laissé aussi foisonner tous les médias alternatifs, certains de très bonne qualité, d'autres de moins bonne qualité, mais qui étaient beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides, et qui ont permis effectivement d'occuper ce marché, avec la blogosphère à l'époque, si on parle de cette époque-là déjà. Tout à fait. Mais bon, tout ça a évolué à toute vitesse. Donc on a un changement énorme en fait dans les habitudes, et moi je parle vraiment de fracture en fait. Moi c'est comme ça que je le vis. Moi-même je l'ai vécu comme ça, et je le vois autour de moi. Il y a vraiment une fracture entre plusieurs pans de la population, et le dernier sujet bien entendu c'est les fake news, où de toute façon
il y a des gens qui vraiment croient à ça. Et c'est pas une petite partie de la population, malheureusement, enfin, si on peut dire ça. Donc, voilà, comment vous vivez ça? Parce que j'ai l'impression, excusez-moi, je suis peut-être un peu provocateur là du coup, mais que vous êtes en train d'écrire finalement l'ancien monde et on a basculé dans quelque chose, et déjà depuis beaucoup d'années, dans quelque chose de très différent, qui est en train de nous submerger, pour ne pas faire de méchants jeux de mots, avec l'actualité. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si Stéphane, si tu veux voir le sujet, enfin, ce que tu évoques est hyper intéressant. Alors, il y a ceux qui pensent qu'il y a l'ancien monde et le nouveau monde, et puis il y a ceux qui les font vivre et les cohabiter, parce qu'on respire toujours de l'air et on doit toujours se nourrir, enfin, il y a un moment donné, mais tu as totalement raison sur le fait que, alors, sur le commerce, sur une partie des choses, on le voit avec l'arrivée des tenues et Shein, hein, l'hyperconsommation où je ne vais plus du tout en boutique et je consomme, et je consomme différemment, mais limite, je surconsomme, mais avec des petits prix, des machins. Le conseil, c'est pas sujet, c'est que j'achète un truc, je le consomme, j'en rachèterai un autre, c'est pas très grave. Et tout est en train de s'accélérer comme ça. Et ceux qui ne vont plus du tout en boutique, parce qu'en effet, il y a un nombre d'informations tellement large sur les produits, sur ce que je veux, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, avec le risque, et là, que l'information soit pas bonne, ou en tout cas soit pas la vérité, parce qu'on peut parfois ne pas faire la différence entre le marketing et le contenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre le contenu qui a été généré par la marque ou par les prescripteurs de cette marque, et puis est-ce que laisse la voie aux détracteurs, et puis de pouvoir confronter ça. Et si on va sur l'information, et on l'a vu très récemment sur les punaises de lit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en lançant une information, même des journalistes qui ont porté cette information parce qu'elles l'ont vue, elles se sont dit, c'est de l'information, elle est vraie parce qu'elle est partout, enfin, d'une certaine façon. Et c'est le risque. C'est le risque à la fois sur la partie information pure et on le voit avec les politiques, les machins, etc., où là c'est encore plus vrai, mais aussi sur la consommation et sur les produits. Les réseaux sociaux, la façon de communiquer dans le conversationnel des gens a un impact énorme. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, parce que ça a été dit sur un certain nombre de réseaux, TikTok, etc. Et l'influence que peuvent avoir ces supports ou le contenu est fort. Et je l'évoquais tout à l'heure, l'IA peut apporter encore une couche, ou faciliter même la fabrication de contenus très riches, avérés, etc., mais aussi des contenus qui ne sont pas forcément avérés en fonction de qui va utiliser l'IA en tout cas et comment va l'utiliser l'IA. Voilà. Donc en effet, je pense qu'aujourd'hui on est une sorte de nouvelle fracture numérique, une accélération en tout cas. Une accélération même de cette fracture. On vit un momentum, hein, qui fait que, il y a des technologies qui évoluent, qui vont apporter des bénéfices énormes. C'est-à-dire que dans l'industrie, dans le médical, dans tous les secteurs d'activité, si on appréhende bien l'IA, c'est quelque chose qui ouvre de nouvelles perspectives au-delà de ce qu'on peut penser aujourd'hui. Hein. Si on remet en perspective en 2000 ou en 90, si on pensait aujourd'hui ce que fait l'IA, on se dirait c'est un film de science-fiction. Et à côté de ça, si c'est pris à mauvais escient, ça accélère aussi les côtés pervers ou donne des moyens d'accélérer des choses qui peuvent être néfastes pour la population, pour l'humanité, même si on veut aller plus large. Hein. Mais voilà. Donc on est dans ce moment, un nouveau moment capital en tout cas pour savoir comment on se saisit de ça. Je finis sur est-ce que, par exemple, on interdit aux étudiants ou aux collégiens, etc., d'utiliser l'IA pour faire leurs devoirs, est-ce qu'on l'interdit ou est-ce qu'on les accompagne pour bien appréhender le sujet, est-ce pour bien l'utiliser et à bon escient, c'est-à-dire sans délaisser le fait qu'ils doivent avoir leur propre pensée, travailler, comprendre et justement avoir
une valeur de jugement, enfin, cette humanité qu'on doit garder, qu'on doit interdire l'IA pour un certain niveau. Ce sont des partis pris qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Moi, j'ai ma propre vue des choses, mais il y a des gens qui seraient catégoriques en disant avant tel âge ou avant tel moment, on n'utilise pas l'IA, on l'interdit. On va même utiliser des outils pour vérifier si ça a été fait avec l'IA ou pas. Et puis, dans l'autre cas, c'est est-ce que on l'autorise, mais ça nous permet d'accompagner des étudiants, des collégiens avec leur temps et surtout avec ce qui va arriver plus tard, ne pas être complètement déconnecté de ce qui existe. Et plutôt que d'en avoir peur, plutôt l'apprivoiser. Oui, Stéphane, est-ce que tu as une... Ouais, de toute façon, globalement, moi, je vois tout ça comme l'extrapolation et la continuité on a beaucoup parlé de contenu. On est sur du marketing de contenu qui est un levier d'acquisition, un levier pour se faire connaître, un levier pour créer sa marque, créer des valeurs autour de sa marque. Donc, Michelin l'a fait de façon historique. Je ne suis pas historien, mais je trouve que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient et comment ça fonctionne. Pour comprendre aujourd'hui où est-ce qu'on en est, cette extrapolation, on est allé sans doute beaucoup trop loin, puisque Charles parlait des comparateurs en ligne dans les années 2010. En effet, c'est devenu n'importe quoi, avec du topito, des titres ou des contenus très limite racoleurs pour absolument montrer, voilà, c'est quoi le top 5 de tels outils, etc. Ce qui existe toujours beaucoup. C'est absolument actuel. Ça fonctionne. Mais on est tous, et toi, Miguel, je pense qu'on est tous exposés aux fake news, en fait. Donc, effectivement, de se dire qu'il y a des platistes, ça paraît étonnant, mais il y en a quand même beaucoup qui y croient réellement. Bon, c'est assez... sans jeu de mots, ça paraît un peu lunaire, mais parce qu'on peut observer la Terre d'extérieur. On a quand même des éléments tangibles de preuve que la Terre n'est pas plate. Mais donc, ça veut dire qu'on est potentiellement, on est tous plus ou moins exposés, même on l'est. Les médias ont un rôle à jouer, en effet. La façon dont sont sourcées les informations, donc concrètement, sans revenir sur les journalistes, c'est très important. Les Échos, le groupe Les Échos a été l'un des premiers, je crois, en France à dégainer sa charte d'utilisation de l'IA. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que oui, l'IA, en fait, c'est omniprésent. Je ne pense pas qu'on puisse s'en affranchir. Je pense qu'il faut, c'est sûr, il faut l'adopter. Et donc, si on veut, l'une des réponses probablement, face aux fake news, face à des excès de marketing de contenu qui peuvent induire en erreur, le consommateur aussi bien sur des sujets de livraison, des sujets de qualité, de provenance. C'est beaucoup lié, je pense, à la formation. Je pense que c'est vraiment un point essentiel, c'est que les générations à venir, les collaborateurs d'aujourd'hui, doivent prendre en main l'IA, doivent comprendre comment ça fonctionne, doivent discerner les différentes IA qu'il y a, les contrôler, savoir en fait. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment la compétence. Moi, mes équipes, je leur dis aujourd'hui, l'IA, c'est pas quelque chose qui va remplacer votre boulot, comme on a pu en entendre. Voilà, c'est peut-être un réflexe. Mais au contraire, c'est un boulot supplémentaire. C'est un nouveau travail. Il va falloir qu'on appréhende. Et le prompteur, le professionnel du prompt, c'est bizarrement, c'est bizarre que ça puisse paraître, en fait, c'est une compétence qui va devenir très importante, qui va se spécialiser selon les IA, selon ce qu'on souhaite produire. C'est sûr. Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui. Moi, j'ai des gens chez moi qui proposent et qui vont aller montrer à d'autres comment prompter. Ça veut dire quoi prompter? Ça veut dire aussi embarquer l'IA, lui faire comprendre ce qu'on souhaite, la contrôler, la maîtriser, l'orienter, s'assurer qu'elle hallucine le moins possible, qu'elle donne donc une bonne information. Parce que ce qui est terrible, c'est évident que le risque, il est beaucoup plus important aujourd'hui, de par cette explosion de contenu. Il y a l'IA, mais pas que.
C'est l'explosion de contenu, on a pu l'observer. C'est aussi l'explosion des médias, des marques, des supports, des sites web, du nombre de pages, si on reprend sur l'histoire, du nombre des milliards et des milliards de pages qui sont publiées tous les jours. Donc, une explosion de contenu. C'est aussi, on parlait d'un petit peu de support et du marché de la communication, du marché de la publicité en ligne, qui a été très, très mal mené pendant longtemps. On a eu des tarifs, des prix qui ont explosé, puis qui ont complètement craqué après, parce que avec une offre énorme. Donc, pour revenir à clairement le sujet de la véracité, oui, c'est plus que jamais, mais ça l'était déjà. Ça l'était déjà avant l'IA. Mais aujourd'hui, je pense que l'IA est un risque supplémentaire. C'est ça, c'est décuplé. Mais est-ce que tous ces efforts faits par les médias sont audibles, entre guillemets, enfin, parce que il y a même des gens qui remettent en cause le fait que des journalistes sources vérifient, checkent les informations, c'est considéré comme de la censure. Enfin, on commence carrément à entendre ce genre de discours chez certains. Et d'un côté, de l'autre côté, on voit bien que les modèles de langage commencent à véhiculer, ou les véhiculent déjà peut-être d'ailleurs de manière sous-jacente, des valeurs qui sont parfois liées aux valeurs d'un État, d'un pays, d'une communauté, etc. Donc, comment faire le tri et comment vous vous préparez, vous, professionnels, à faire ce tri et à pas perdre, entre guillemets, votre place? Parce que moi c'est vraiment ça que je crains. C'est-à-dire que je vois réellement une grande partie de la population qui s'éloigne de ces modèles, malgré la valeur de ces modèles. Donc, comment est-ce que vous préparez à lutter contre ça? Oui, ça c'est un vrai sujet. C'est clairement, moi j'essaie de prendre le contre-pied un peu en étant au contraire, en essayant de positionner les marques pour lesquelles je travaille aujourd'hui, et même hier, en fait, sur donc, au contraire de l'hyper-qualité, c'est-à-dire de la super fiabilité. Vous venez chez moi, vous avez de l'information fiable. Alors, la difficulté, encore une fois, c'est d'aller sourcer, d'aller bien s'informer concrètement quelle est la bonne information. Donc, là, moi, aujourd'hui, je travaille sur des sujets qui sont très réglementés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller chercher l'information à la source auprès des réglementations, auprès du législateur. Donc, clairement, en deux mots, des sites gouvernementaux. Wikipédia, par exemple, c'est un sujet assez intéressant parce que tout le monde le connaît. Il est hyper connu. Et il reste globalement relativement fiable. Il y a un système de validation, il y a un système collectif, donc c'est complètement ouvert. Hein. Donc, je pense que ça, c'est aussi à ne pas oublier qu'il peut y avoir quand même cette voie aussi d'une collaboration qui produit finalement un contenu qui est pas mal, qui est en tout cas assez fiable et qui est d'ailleurs très réactif. Hein, dès qu'il se passe quelque chose, Wikipédia est mise à jour. Donc, parce qu'il y a une énorme communauté, d'une part, et puis il y a aussi un workflow, un process de fabrication de l'information qui répond finalement assez bien. Après, oui, les médias ne sont pas forcément aussi bien staffés, ils n'ont pas nécessairement toute cette organisation, une organisation suffisante pour aller vérifier. C'est un vrai sujet. Je pense que si on fait le parallèle avec la consommation, on parlait de Temu tout à l'heure, oui, le problème, c'est que c'est pas un problème, mais c'est dans l'acte d'achat, le prix est un facteur fondamental. Donc déjà, je vais aller chercher pour beaucoup le prix, et c'est vrai peut-être aussi pour l'information. Je vais par flemme, par habitude, ou parce que je n'ai pas envie de payer, je vais aller chercher l'information là où elle m'est offerte le plus rapidement possible et gratuitement. Sur Google ou ailleurs, et puis on m'offre un truc, je le prends, et à force de m'informer par ce biais-là, je vais justement avoir une information biaisée, donc pas vérifiée. Puis parce que ça coûte cher de s'abonner au Monde, aux Échos, enfin, je reprends juste que ces exemples-là, mais si on cumule tous les abonnements de ces journaux pour avoir un peu de diversité en plus dans
dans la lecture, bah, ça coûte très cher. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un modèle aussi à réinventer quand même, y compris pour ces grands médias, comme on a pu connaître d'ailleurs dans le domaine de la musique, parce que c'est l'auditeur, ou le lecteur normal ne peut pas se payer tout ça. Tout à fait d'accord. C'est que si on veut une vision claire et variée, il faut avoir plusieurs abonnements à un moment donné, mis bout à bout dans plusieurs domaines. Hein. On parle dans les médias, quand on parle d'autres sujets. On est plutôt, nous, les abonnements, hein, si on veut le contenu, hein, si on veut un Netflix, une Prime Video, un Apple TV+, au final, c'est 180, 100 euros, 200 euros qui peuvent partir, et tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et je pense que si on écoute les gens dans leur consommation, c'est oui, j'aimerais que ça soit éthique, oui, j'aimerais que ça soit respectueux de l'environnement, oui, j'aimerais que ça soit sain. Mais dans la réalité, c'est que je n'ai pas les moyens de me payer de l'éthique, du sain et respectueux de l'environnement. Et tout le monde a la volonté, en revanche, pas forcément la réalité économique, Stéphane le rappelle tout de suite à l'ordre. Les gens, ils font comme pour certains, ils se battent tous les jours pour vivre ou voire survivre. Donc, dès lors qu'il y a une offre qui permet de faire une économie à un endroit, qui permet de mieux vivre à un autre endroit, les gens changent leur consommation, ils sont attirés, et on voit que les progressions sur ces sites-là sont énormes. Et pour autant, il y a une étude qui est sortie très récemment, hier ou avant-hier, enfin quelques jours en tout cas, justement sur les consommations et les sites ou les marques qui ont progressé dans leur là où les Français le dépensent le plus. On voit des anciennes marques qui sont là, qui sont toujours là, parce qu'ils ont changé aussi les gammes de produits, ils sont adaptés au mode de consommation et ils arrivent à sortir leur épingle du jeu. Mais le facteur prix est un facteur de toute manière décisif à un moment donné. Hein. C'est est-ce que j'ai la possibilité de payer 3-4 euros de plus mon kilo de légumes ou mon kilo de pâtes parce qu'elle est plus vertueuse, plus saine. Les gens, à un moment donné, il y a une réalité, c'est qu'à la caisse, il va falloir sortir sa carte bleue ou de l'argent. Ils ne vont peut-être pas faire tous les choix qu'ils aimeraient faire au départ. Pour revenir un tout petit peu aussi sur le momentum qui se joue, c'est que, il y a une capacité de créer de l'information, vraie ou pas vraie, de façon extrêmement puissante, mais aussi on est dans un vecteur où il y a les canaux de diffusion n'ont jamais été aussi puissants et larges. Et donc, de pouvoir contrôler tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis, en fonction du type de population, de la culture des populations, etc., il y a des réseaux qui marchent, des vecteurs de communication qui sont plus ou moins puissants. Et comment on se prépare à tout ça? C'est déjà un homme averti en vaut deux. Hein, donc, quand on a conscience de ça, on a un regard critique, et donc c'est garder ce regard critique, c'est-à-dire de ne pas se dire c'est pas parce qu'on me l'a amené jusqu'à moi que c'est vrai ou c'est solide ou que c'est de bonne qualité ou c'est respectueux. Je vais quand même aller un peu vérifier, donc toujours avoir ce sens critique, et c'est en tout cas moi ce que j'essaye de propager, c'est dire on va pas avoir peur de tout ça, on va l'appréhender, parce que si on comprend comment ça fonctionne, si les gens savent ce qui se passe derrière ou ce qui peut être possible derrière, ils vont avoir, j'espère, leur capacité d'analyse de se dire je dois quand même vérifier un petit peu ce qui se passe, et de se dire on va mettre de l'éthique. Après, ça ne se joue pas que à mon niveau, ça se joue au niveau de la stratégie ou de la philosophie de l'entreprise, et puis ça se joue à la stratégie, la philosophie des politiques ou de la législation qui est autour de nous, qui peut nous aider à garder cette éthique. Et dès lors qu'il y a de l'éthique, on peut partager à peu près tous les sujets. On peut dire des choses qui se contredisent, parce qu'on va pouvoir être dans un débat. Et le débat, il permet en tout cas de mieux construire ou de construire les choses. D'avoir qu'un seul, de dire que son point de vue, c'est le meilleur, on n'avance pas. Alors que de se dire, j'ai un point de vue, je le partage, il y a des gens qui vont me répondre avec respect et éthique, donc avec dans l'esprit constructif et pas l'esprit de haine ou de destruction de l'autre. Mais si on est dans cette dynamique, c'est ça qui fait avancer le débat et qui fait avancer les choses. Et je pense que toutes les révolutions
technologiques, philosophiques, et ça, se sont faits par le débat et par justement la co-construction. Si on reprend DeepSeek ne serait peut-être pas DeepSeek s'il n'y avait pas eu OpenAI avant, s'il n'y avait pas eu Google avant, s'il n'y avait pas eu Yahoo avant et s'il n'y avait pas eu l'annuaire avant. Enfin, pour dire que on va concentrer de l'information, puis après on va le mettre en digital, et puis après je peux faire quelque chose de plus dynamique. Et puis en fusionnant les sources et en mettant un peu d'intelligence dans tout ça, on peut faire encore un truc encore plus puissant. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Je pense que Stéphane l'évoquait dans cette dynamique, c'est de dire on ne doit pas avoir peur des choses, on doit les appréhender, les comprendre et les utiliser à bon escient. Et dès lors qu'on est dans cette dynamique, il n'y a plus de sujet. Après, on relèvera qu'aux États-Unis, là, on a une sorte d'ouverture en disant sous le sceau de est-ce que c'est de la censure, du contrôle, etc., je ne fais plus de contrôle comme je le faisais avant et je laisse parler les gens. Sauf que malheureusement, sur plein de supports, et j'en stigmatise pas un plus que l'autre, mais il y a des gens qui viennent déverser leur haine ou leur colère ou leur peur. Parce que souvent, ce qui nous met en colère, c'est parce qu'on a peur de la différence, de ce qu'on ne contrôle pas. Voilà, la seule chose c'est pas forcément le contenu qu'on doit contrôler, c'est ce qu'il va représenter. Est-ce qu'il est fait avec bienveillance ou est-ce qu'il est fait avec haine ou volonté de destruction? Dès lors qu'on reste dans l'éthique, c'est pour ça que j'utilisais ce mot-là, on peut partager l'information, on peut être contredit, on a le droit de recevoir des informations qui ne disent pas ce qu'on dit nous. On a le droit de faire des choses que les autres ne pensent pas. Dès lors que c'est éthique et qu'on le fait dans la bienveillance et dans la volonté de construire et pas de détruire. Voilà. Oui, peut-être Stéphane, c'est peut-être un dernier mot avant la fin. Oui, c'est vraiment un sujet sans fin parce que c'est fondamental sur l'élaboration des marques, sur le commerce, et effectivement sur aussi notre perception de comment on voit notre monde à tout niveau. Moi, je rajouterais effectivement, s'il y a un point qui me... En effet, hein, c'est très intéressant, Charles, ton point de vue sur dans quel état d'esprit, finalement, à quelle finalité on va aller dédier la génération du contenu, qui est clairement toujours, et plus que jamais, un élément clé, encore une fois. Les IA vont nous y aider, à bon ou mauvais escient. Je rajoute, moi, ce que j'ai évoqué, je pense que c'est vraiment très, très important, c'est l'éducation. Il faut absolument, c'est majeur, parce qu'on sera toujours, quoi qu'il arrive, exposé à effectivement à des initiatives malfaisantes ou mensongères, etc., quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, quel que soit le contexte de consommation dans lequel on est. Et donc, c'est véritable. Voilà, il faut qu'on ait chacun, il faut que les consommateurs en soient le plus avertis possible sur les marques, ce qu'il y a derrière. Et donc, il y a un enjeu très important de réglementation aussi. Hein. Donc, en Europe, on a vraiment un truc, le RGPD, c'est pas trop parlé, mais c'est aussi un rôle là-dedans. Donc voilà, mais cette éducation, elle est fondamentale. C'est comprendre d'où vient l'information, d'où vient le produit, qui y a derrière le commerçant ou l'industriel, le fabricant, etc. Ça, c'est vraiment... Et se dire aussi, quelque part, que si je ne paye pas ou si je paye beaucoup moins, il y a peut-être un peu plus de risque aussi. Typiquement, là, je reviens sur l'information. C'est vrai que produire de l'information de qualité, envoyer des journalistes sur place pour comprendre, mais pour le moindre fait divers, ça coûte, en fait. Voilà. Ça coûte. Merci en tout cas pour nos invités. J'ai une dernière question importante. C'est quel est que je pose habituellement à chaque podcast, c'est quel est le livre ou les livres que vous pourrez recommander à notre auditoire, que ce soit un livre pro ou un livre perso qui vous a marqué, en fait, qui vous a aimé à vous construire. Voilà, et puis on terminera sur ça. Alors, j'ai plus le titre exact en tête. Oui,
que j'ai lu il y a un petit bout de temps, mais c'est tout bête, mais c'était Born to Ride, Ride to Born, quelque chose comme ça. Et l'autre, c'est courir pour sortir de mon canapé. Et essayer d'être un peu plus acteur de sa vie, en tout cas de relever des défis, de ne pas avoir peur de relever des défis parfois. Je dis tout ça parce que ça a été extrêmement marquant, moi en tout cas, il y a 5-10 ans, de lire ça en disant des gens qui étaient en train d'être spectateurs un peu de leur vie, dans leur canapé, subir, voient vivre. Et un jour, ils se sont dit, bah ouais, mais là, je mange des pizzas, le machin, et je subis en fait le mercantilisme. Enfin, si on peut aller chercher plein d'autres. Oui, tout à fait. Oui. Et là, je vais reprendre la maîtrise un peu de ma vie, et je vais me lever de mon canapé, je vais aller courir pour schématiser un petit peu, c'est de redevenir acteur de ses choix, acteur de ce qu'on veut être, et de ne pas avoir peur des sujets, et d'y aller, et de se confronter parfois à la douleur, parfois à des doutes, parfois, et la prise de risque, aussi c'est la prise de confiance, enfin, c'est aussi d'accumuler de la confiance en soi, et de reprendre un peu la maîtrise. Et moi, ça a été des livres qui ont été importants. Après, il y a plein d'autres livres, hein, si on veut rentrer dans nos sujets, etc., qu'on pourrait énumérer. Mais là, je trouvais que je faisais le lien avec de se dire qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie, il ne faut pas avoir peur de ce que ça peut apporter des transformations. Justement, il faut être acteur de tout ça, en avoir conscience, et de les appréhender, parfois de se faire accompagner, hein, pour les comprendre. Hein, et on est là pour ça, je pense à Stéphane et moi, pour de prémunir les gens, de dire voilà, pas parce qu'il y a du danger que tout est mauvais, et qu'en s'accaparant les sujets, en les prenant à bout de bras, on peut en faire des choses juste incroyables et très profitables pour tout le monde. Voilà. Stéphane, peut-être un livre? Ouais, moi j'ai un bouquin que j'ai, qui est pas très récent, mais qui est assez édifiant dans le positif. Il s'appelle Factfulness de Hans Rosling, qui est assez connu. C'est un Suédois qui prône vraiment justement d'être d'être pragmatique dans son approche, dans la façon de voir le monde, et de se dire que on est, alors c'est pas tout à fait exactement ce qu'on disait, mais mais quoique, sous une masse d'informations toujours assez négatives, voilà, ce qui fait vendre aussi le papier. Hein. Oui. Et donc, Factfulness, il apporte un regard un peu différent en disant, finalement, d'accord, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de challenges pour l'humanité, donc c'est très, très, très macro, hein. Mais l'humanité a quand même avancé. Et c'est bien aussi de regarder un peu dans le rétroviseur pour voir comment l'espérance de vie a évolué, comment finalement, même dans des pays plus pauvres qu'en Occident, si tu prends un peu un ancien schéma, mais finalement, l'humanité a avancé et peut quelque part se dire qu'il y a des choses aussi bien qui ont été faites. Mais il faut s'informer à partir de faits. Donc, Factfulness de Hans Rosling, pas mal. Et après, j'ai récemment relu un truc qui se lit assez vite, assez en diagonale, mais qui est très intéressant, sur des techniques marketing un peu nouvelles. On va parler de gros hacking, etc. C'est Alex Hormozy. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est les 100 millions de leads que vous pouvez vous faire avec Alex Hormozy. C'est toujours un petit bouquin qu'on peut reprendre de temps en temps pour se remettre, pareil, sur des schémas très très simples. Vraiment purement marketing, hein, c'est clair. Très opérationnel. Et puis là, je suis en train de lire, mais je ne sais pas si c'est un livre, je n'ai pas fini, qui s'appelle Espionner, mentir, détruire, de Martin Untersinger. Donc là, on est complètement aussi dans cette approche de le cyberespace. Comment il apporte finalement de la véracité, ou nous conduit en erreur sur nos choix, y compris politiques. Ok, super. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Oui, et merci puis, beaucoup. on a pu encore continuer longtemps nos conversations sur l'arrivée de l'IA dans nos métiers et comment ça va changer les entreprises. Merci Charles, merci Stéphane, merci Miguel. Merci à vous tous. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, merci à tous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la Voix du CDO.
J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer La Voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur La Voix du CDO.